Presque personne ne l'admet, mais la plupart des adultes ne changent pas. Ils s'habituent simplement à de nouvelles distractions et leur prix augmente. Avec le temps, la vie devient une collection d'excuses bien justifiées et de plaisirs immédiats qui ne font que masquer l'usure intérieure. Choisir un loisir semble être un passe-temps, presque un luxe d'adolescent. Mais ce que peu comprennent, c'est qu'avec un engagement sérieux, ce loisir se transforme en un mécanisme brutal de transformation. Je ne parle pas de se divertir, mais de se soumettre à un entraînement personnel où le coût psychologique est réel et le progrès ne se mesure pas en médailles, mais en fractures réparées du caractère. La discipline n'est pas quelque chose que l'on ressent, c'est quelque chose que l'on entraîne. Et la concentration, cette capacité à ignorer le bruit et à tenir les promesses que l'on s'est faites, se forge à coups de répétitions inconfortables. Marc Aurèle le disait sans détour, ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme de bien, sois-en un. Changer vraiment n'est pas inspirant, c'est inconfortable, répétitif et parfois brutalement ennuyeux. Mais là est le secret, celui qui utilise un seul loisir comme terrain d'entraînement mental finit par développer une confiance et une résilience qui ne s'achètent pas et ne se feignent pas. Chaque jour où tu respectes tes engagements, tu gagnes du pouvoir sur toi-même. Fais ce que tu as peur de faire. Il n'y a pas de raccourci, ni de validation, juste le travail silencieux qui te transforme pendant que le reste reste distrait. La question est simple, vas-tu continuer à remettre à plus tard ton potentiel ou vas-tu l'entraîner? 1. Choisissez un seul hobby avec un but. La plupart des gens ne changent jamais. C'est la vérité inconfortable que personne ne veut entendre. Ils parlent de croissance, d'objectifs, de élargir leur potentiel. Mais la réalité est qu'ils restent les mêmes. Sauf qu'ils distraient maintenant leur inconfort avec des passe-temps de plus en plus coûteux, des écrans plus grands et des excuses plus sophistiquées. Ils ont peur de faire face à ce qu'ils sont parce qu'au fond, ils savent qu'ils n'ont jamais porté le poids du véritable engagement. Ce n'est pas un manque de temps. Ce n'est pas que la vie soit trop exigeante, c'est simplement de la lâcheté face à l'effort soutenu et à l'inconfort. Et c'est ici que tu dois décider. Vas-tu continuer à acheter des distractions ou vas-tu vraiment investir en toi-même? Choisis un seul hobby avec un but clair. Pas 2, pas 3, pas 20 à moitié. 1. Parce que disperser ton énergie dans 1000 directions ne fait que te permettre de ne jamais avoir à faire face au fait que tu ne supportes pas le processus de devenir bon dans quoi que ce soit. Les gens passent d'un intérêt à un autre parce que cela leur permet de nourrir l'illusion qu'ils progressent, alors qu'en réalité, ils fuient simplement la discipline. Transformer un hobby en ton champ d'entraînement personnel est brutal. Cela exige de s'exposer à la frustration, à la médiocrité initiale, à la lente et douloureuse construction d'une véritable compétence. Ce n'est pas ce que fait la plupart des gens. La plupart préfèrent se justifier « je n'ai pas de talent »,« je n'ai pas de temps »,« ce n'est pas pour moi ». Toutes ces phrases sont des mécanismes mentaux pour éviter de payer le prix de la croissance. La seule façon de te renforcer de l'intérieur est de te soumettre, chaque jour, à l'inconfort de la pratique délibérée. Il ne s'agit pas de divertissement ni de remplir le temps libre. Il s'agit d'utiliser le hobby comme un outil pour forger discipline, concentration et caractère. Celui qui va à la salle de sport, mais seulement quand il en a envie, n'entraîne ni son corps ni son esprit. Il nourrit son ego avec un faux sentiment d'accomplissement. Celui qui ouvre un livre et le laisse à moitié parce que ça ne l'a pas accroché, renforce sa dépendance au plaisir immédiat. Si tu veux des résultats réels, tu dois cesser de négocier avec ta propre paresse. La discipline est froide et peu attrayante, mais c'est le seul investissement émotionnel qui ne perd jamais de valeur. Sois brutalement honnête. Si tu ne peux pas t'engager dans un seul hobby pendant 6 mois, tu ne vas pas non plus maintenir des relations profondes, ni des projets à long terme, ni supporter le poids de tes propres attentes. C'est aussi simple que cela. L'autodiscipline ne se construit pas en rêvant de l'avenir, mais en supportant l'ennui et le rejet intérieur jour après jour. Marc Aurèle l'a dit, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Mais ces pensées s'entraînent.
elles n'apparaissent pas par inspiration divine. Et elles s'entraînent lorsque tu décides que quoi qu'il arrive, aujourd'hui tu vas pratiquer, aujourd'hui tu vas avancer même d'1 millimètre, aujourd'hui tu ne vas pas céder à la partie de toi qui ne cherche que le confort. Tu n'as pas besoin de talent, tu as besoin de courage pour soutenir le processus. Choisis un hobby et fais-en ton laboratoire d'amélioration personnelle. Éteins le besoin de validation externe, arrête de chercher des prétextes. L'excuse est une dette qui s'accumule dans ton caractère. Choisis, engage-toi et ose porter le poids du processus. Ce n'est qu'ainsi, dans 6 mois, que tu seras quelqu'un de différent. Personne ne va te donner de la discipline, personne ne croira en toi plus que toi-même. Soit tu t'entraînes dans l'inconfort, soit tu restes piégé dans la médiocrité. C'est la ligne. Entraîne-toi ou répète. À toi de décider. 2. Engage-toi pendant 6 mois sans distraction. Tu te lèves, vérifie ton téléphone avant de sortir du lit, tu te promets qu'aujourd'hui, tu vas avancer dans ce projet personnel, mais la journée se dilue entre messages, tâches à faire, petites urgences et une fatigue qui ne semble jamais justifiée. Tu arrives le soir avec la sensation qu'il te manque quelque chose, même si tu ne sais pas bien quoi. C'est la routine de millions de personnes, un cycle d'intentions brisées, des distractions que tu justifies et des excuses qui maquillent ton manque de décision. Et non, ce n'est pas de la malchance, ni une vie trop agitée. C'est le mécanisme invisible qui te maintient au même point, année après année, déguisant l'absence de progrès avec des obligations et des responsabilités que toi seul décides de prioriser. C'est ici que commence le véritable conflit intérieur, quand tu réalises que le plus grand obstacle n'est pas le monde extérieur, mais ton incapacité à t'engager vraiment dans une seule chose. L'engagement réel dérange parce qu'il exige que tu te dénudes devant ta propre médiocrité. En te décidant pour un seul hobby pendant 6 mois, tu te débarrasses de tous les refuges mentaux. Tu ne peux pas dire que tu n'avais pas d'option, tu ne peux pas te distraire en passant d'une tentative à l'autre, tu ne peux pas blâmer le manque de temps ni la variété infinie de stimuli. Tu fais face au poids de ta promesse, et ce poids ne se partage pas, tu le portes seul. L'esprit, habitué à fuir lorsque l'exigence augmente, va chercher n'importe quel prétexte pour te saboter. Tu vas ressentir l'envie de vérifier ton téléphone au milieu de ta pratique, de reporter une séance, parce que, aujourd'hui, tu n'as pas envie de te justifier par la fatigue ou le manque de résultats immédiats. C'est là que la plupart abandonnent. Mais si tu parviens à rester ferme, tu commences à remarquer une fracture dans tes anciens schémas. La discipline n'est pas un talent. C'est le résultat de résister à la tentation d'abandonner chaque jour. Pendant ces 6 mois, le véritable entraînement ne se produit pas seulement dans le hobby choisi. Il se déroule dans le dialogue intérieur que tu entretiens avec toi-même. Tous tes doutes, tes croyances limitantes, ce filtre interne qui déforme ce que tu peux accomplir et ce qui vaut la peine d'être essayé, apparaissent. L'engagement soutenu révèle à quel point tu es prêt à porter le poids de ta propre parole. Il n'y a pas de témoins, pas d'applaudissements, pas de récompense immédiate. Il ne reste que l'exercice quotidien de faire ce que tu as dit que tu allais faire, même si personne d'autre ne le remarque. C'est là que se forge le caractère, non pas dans les grands moments d'inspiration, mais dans la répétition silencieuse de petits actes qui s'accumulent. Cesser de changer de direction chaque fois que quelque chose devient inconfortable est la base de la véritable confiance. La confiance en soi n'est pas une sensation magique qui apparaît lorsque tu réussis. C'est la conséquence de te prouver encore et encore que tu peux tenir une décision même si cela fait mal, même si c'est ennuyeux, même si le monde t'offre 1000 raisons de te distraire. Chaque jour où tu tiens bon, tu règlements une dette envers toi-même. Chaque jour où tu échoues, la dette grandit et ton caractère en souffre. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit d'autre. Tu es le seul témoin du processus. La transformation se produit lorsque tu décides que ta parole compte vraiment, et il n'y a pas de retour en arrière. 6 mois semblent beaucoup, jusqu'à ce que tu regardes en arrière et que tu vois combien de temps tu as perdu dans des distractions qui ne t'ont laissé que du vide. Personne ne peut te rendre ces heures.
mais tu peux investir les prochaines dans un engagement réel. Ce qui est difficile, ce n'est pas de commencer, mais de tenir bon. Ce qui est impossible, ce n'est pas de s'améliorer, mais de cesser de te trahir. La discipline est la forme la plus pure du respect de soi. Entraîne-la. Personne d'autre ne le fera pour toi. 3. Utilise la discipline comme outil quotidien. Je vais être honnête, la discipline ne m'a jamais semblé naturelle. J'ai toujours ressenti cette résistance intérieure, ce mécanisme qui essaie de négocier un peu plus de confort, qui filtre chaque décision à travers le prisme de ce qui est le plus facile ou le plus agréable sur le moment. L'esprit crée des excuses sophistiquées, justifie les procrastinations et, sans que tu t'en rendes compte, tu commences à te convaincre qu'il est normal de céder aux moindres fatigues, que tout le monde le fait. Le conflit est là, tu veux changer, mais en même temps, une partie de toi défend à mort ton ancien moi, celui qui préfère ce qui est sûr et prévisible. La discipline ne naît pas de l'inspiration, ni n'est le résultat d'une motivation soudaine. C'est en réalité une décision quotidienne de ne pas te laisser manipuler par les automatismes internes qui cherchent à t'épargner des efforts. C'est l'inconfort fondamental, savoir que tu peux choisir et pourtant, souvent, tu préfères ne pas le faire. C'est la racine, le reste ne sont que des ornements mentaux pour justifier l'inertie. En décomposant la discipline dans son essence, tu vois qu'il ne s'agit pas seulement de force de volonté momentanée, mais de construire un système où tes actions se répètent malgré ton état émotionnel. Lorsque tu traites la discipline comme un outil et non comme une vertu magique, tu cesses de dépendre de la motivation et commences à concevoir ton environnement, tes horaires et tes priorités pour te pousser à agir même quand tu ne le souhaites pas. L'erreur la plus courante est de penser que tu dois te sentir inspiré, alors qu'en réalité, ce dont tu as besoin, c'est d'un protocole clair. Une heure fixe, un espace défini, une règle inébranlable. Le muscle de la discipline se renforce chaque fois que tu tiens une petite promesse, même si elle est inconfortable ou ennuyeuse, et s'atrophie chaque fois que tu te permets de la rompre sans conséquences internes. Personne ne te punira si tu échoues, mais ta confiance en toi s'érode en silence. Chaque choix trace une ligne invisible. Soit tu renforces ton engagement, soit tu augmentes ta dette envers ton propre caractère. La discipline quotidienne est une carte mentale qui sépare ce que tu veux de ce que tu fais réellement. Si tu analyses tes journées avec honnêteté, tu verras des schémas clairs. Des moments où tu as cédé à la paresse, des excuses qui se répètent sous différentes masques, des justifications qui ne fonctionnent que dans ta tête, mais que, au fond, tu sais être de l'auto-tromperie. Utiliser la discipline comme outil signifie identifier ses points de fuite, anticiper tes propres pièges et bloquer les accès aux excuses. Il ne s'agit pas de devenir un robot ni d'éliminer le plaisir, mais de prendre le contrôle des décisions qui comptent vraiment. Le véritable pouvoir réside dans l'automatisation de ce qui te coûte le plus, afin que la friction soit minimale et l'avancée inévitable. Si tu dépends uniquement de la force de volonté, tu seras condamné à des cycles d'enthousiasme et d'abandon. Mais si tu transformes la discipline en une habitude structurée, ton progrès cesse d'être volontaire et devient une conséquence inévitable. Voici la ligne emblématique. La discipline est l'architecture de ta vie, pas un acte héroïque isolé. Choisis chaque jour de renforcer cette base, même lorsque le corps ou l'esprit demandent une trêve. La différence entre ceux qui changent et ceux qui ne le désirent que, ce n'est ni le talent ni la chance, mais la capacité d'appliquer la discipline comme un outil quotidien, stratégique, presque désengagé. Il ne s'agit pas de te sentir invincible, mais de réduire la marge d'erreur, de laisser moins de place à l'auto-tromperie. Lorsque tu utilises la discipline de cette manière, chaque jour devient un petit investissement qui, accumulé, transforme non seulement ta relation avec le loisir, mais aussi ta perception de toi-même. Le respect de soi n'est pas un cadeau ni une émotion spontanée, c'est le solde positif de centaines de décisions inconfortables que tu as choisi de maintenir.
la discipline quotidienne est la seule garantie que le changement ne sera pas seulement une idée, mais une réalité tangible. 4. Transforme la routine en entraînement mental. Tu traverses la ville aux heures de pointe, entouré de gens qui avancent en mode automatique, visage figé, regard perdu, chacun piégé dans le circuit de ses propres habitudes. Les feux de circulation rythment le temps, la foule se déplace par inertie et chaque geste semble programmé. Le café servi à la même heure, les mêmes pas jusqu'à la station, le salut mécanique au portier. Mais ce que peu de gens remarquent, c'est que cette routine, répétée jour après jour, n'est pas seulement une succession d'actes sans sens. C'est une salle de sport invisible où l'esprit s'endort ou se renforce selon l'usage que tu en fais. Certains traversent leur journée comme s'ils marchaient sur un tapis roulant, sans questionner le trajet, sans se rendre compte que chaque décision, si petite soit-elle, est une opportunité pour entraîner la volonté. D'autres, en revanche, transforment la monotonie en leur champ d'essai, choisissant consciemment chacun de ces actes pour aiguiser leur autodiscipline. Pense aux petits gestes. Fermer la porte avec précision, organiser ton bureau avant de commencer, préparer le petit déjeuner sans laisser de désordre. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la présence. Lorsque tu abordes la routine avec attention, chaque mouvement devient un exercice d'intention. Les mains ne bougent pas seulement par habitude, mais parce que tu décides d'exercer un contrôle sur le détail. L'esprit, au lieu de vagabonder en pilote automatique, se concentre sur l'action. Et c'est là que se produit le véritable entraînement. Tu n'as pas besoin de faire de ta vie une séquence de grandes réalisations. Il suffit de traiter tes répétitions quotidiennes comme des répétitions mentales, conscientes, où l'objectif est de gagner en clarté et en fermeté dans le petit pour ensuite le maintenir dans le grand. Beaucoup se plaignent que la vie est ennuyeuse, que la routine les consume, mais en réalité, c'est le manque de concentration qui vide chaque jour de son sens. Si tu transformes les moments quotidiens en petits défis de discipline, la routine cesse d'être une condamnation et devient un atelier silencieux d'amélioration personnelle. Celui qui parvient à maintenir sa concentration en lavant la vaisselle, celui qui respire profondément avant de répondre à un message irritant, celui qui s'assoit pour planifier la semaine sans regarder son mobile toutes les 2 minutes, entraîne une force intérieure qui ne s'achète pas et ne se hérite pas. L'excellence n'est pas réservée aux occasions spéciales, mais se construit dans la répétition impeccable de l'ordinaire. L'entraînement mental commence lorsque tu cesses de chercher des excuses pour te distraire et que tu assumes que chaque interruption est un test de ton autocontrôle. Il n'est pas nécessaire de résister à la tentation de ce qui est facile seulement lorsque tu pratiques ton hobby. La bataille se livre à chaque instant, en décidant quand tu te lèves, comment tu réagis à un imprévu, si tu termines une tâche ou si tu la laisses inachevée. L'autocontrôle se renforce dans ces détails, comme le muscle qui se durcit à chaque répétition bien faite. N'attends pas que la motivation te réveille. Utilise la monotonie comme le terrain fertile où planter la graine de la force. Transforme ta routine en ton laboratoire personnel. Chaque action consciente compte. Chaque tentation résistée laisse une empreinte sur ton caractère. Si tu es capable de t'entraîner dans l'ennui, tu pourras rester ferme dans la difficulté. C'est la différence entre celui qui répète sa vie en boucle et celui qui utilise chaque jour comme un échelon. Ta routine n'est pas ta condamnation, c'est ton outil. Si tu l'utilises bien, tu cesses d'être victime du temps et tu deviens l'architecte de ta propre esprit. L'excellence se cache dans le quotidien. La répétition consciente est le véritable entraînement. 5. Persiste sans chercher une validation externe. Le besoin d'approbation est la plus grande chaîne invisible que tu portes. Si ton engagement dépend des applaudissements, tu ne construiras jamais rien de valable. C'est ici que la plupart échouent. Ils commencent motivés, avancent tant qu'ils reçoivent des éloges ou quelques likes, mais dès que l'écho s'éteint, la volonté s'effondre. Pour qui fais-tu ce que tu fais? Si ta réponse est « pour être reconnu », tu as déjà perdu. Le véritable entraînement se déroule dans l'obscurité, quand personne ne regarde, quand le seul témoin es tu et la voix intérieure qui exige toujours d'abandonner.
Si chaque séance de pratique, chaque page lue ou chaque kilomètre couru dépend du regard des autres, alors tu es esclave de la validation et non maître de ton processus. Et le pire, la validation ne dure jamais. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain, on t'oublie. Et il ne reste que la déception d'avoir trahi ton propre jugement pour plaire aux autres. L'addiction à l'approbation est un mécanisme mental qui te fragilise en silence. Tu t'habitues à mesurer ta valeur par des signaux externes, et chaque fois que tu ne les reçois pas, la motivation s'effondre. C'est ainsi que se construisent des habitudes fragiles, celles qui ne fonctionnent que tant que l'environnement les récompense. Mais la discipline qui transforme ne se négocie avec le regard de personne. Je te le répète, si tu as besoin de témoins pour accomplir, tu es perdu. Le respect de soi ne s'achète pas avec des likes, ni la résilience ne se forge à coups de reconnaissance. Tu dois choisir entre être un produit pour la consommation des autres ou devenir l'architecte de ta propre vie. Il n'y a pas de juste milieu. Chaque fois que tu cherches une validation, tu remets une partie de ton pouvoir. Chaque fois que tu te soutiens seul, tu élèves une structure interne que personne ne peut renverser. Voici la ligne. Fais le même si personne ne t'applaudit. Fais-le précisément parce que personne ne l'attend de toi. C'est la base du caractère. Persister dans le processus même quand personne ne le voit, quand il n'y a ni médaille, ni caméra, ni mots d'encouragement. C'est là que se séparent ceux qui changent de ceux qui agissent seulement pour la galerie. Le monde est rempli de gens qui commencent fort et s'éteignent rapidement, qui font du bruit et disparaissent ensuite parce qu'ils ne supportent pas la solitude du véritable engagement. Si tu décides de t'entraîner seulement pour impressionner, tu ne supporteras jamais l'ennui, la fatigue, le jour où personne ne demande tes progrès. Mais si tu t'habitues à avancer sans témoin, alors tu crées une inertie interne qui ne dépend pas de facteurs externes. C'est ce qui transforme un hobby en un entraînement brutal. Le silence, l'absence de public, le vide qui t'oblige à confronter si ce que tu fais a du sens pour toi, pas pour les autres. Ton processus n'a pas besoin d'audience. Il a besoin de cohérence. La validation interne est la seule qui ne périme pas. Je te mets au défi. Tiens 6 mois sans publier chaque réalisation, sans partager chaque progrès, sans attendre que quelqu'un te félicite pour être resté ferme. Là, tu verras de quoi tu es fait. Si tu parviens à maintenir l'habitude quand personne ne t'observe, alors tu construis vraiment une confiance authentique. La discipline ne se négocie pas avec le monde, elle se négocie avec toi, en privé, sans témoin, sans promesses vides, sans faux applaudissements. Ce qui compte, c'est la loyauté envers ta parole, pas la réaction des autres. Arrête de mendier reconnaissance, fais-le en silence, fais-le de manière inconfortable, fais-le parce que tu as déjà compris que l'applaudissement est un analgésique bon marché et temporaire, mais le respect de soi est un investissement qui ne perd jamais de valeur. Si tu peux entraîner ton esprit à persister sans chercher d'approbation, rien ni personne ne pourra te freiner. Le travail invisible est celui qui construit la force visible. L'excellence naît lorsque tu décides d'être ton propre juge. 6. Apprends à apprécier l'effort soutenu. La plupart des gens n'apprennent jamais à apprécier l'effort. Ils ne le tolèrent qu'avec ressentiment et espèrent qu'il se termine le plus vite possible. C'est la dure vérité que presque personne ne reconnaît. Nous associons le travail intense à une punition, à un péage inévitable, vers une récompense toujours lointaine. Mais tant que tu continues à voir l'effort comme un ennemi, tu ne changeras jamais vraiment. Il y a un piège mental installé depuis des années. Tu crois que la vie se divise entre ce qu'il faut faire et ce que tu veux faire, entre le devoir et le plaisir. C'est pourquoi le loisir devient une caricature de distraction, quelque chose que tu utilises pour fuir, pas pour construire. Le problème est que l'effort soutenu, ce processus inconfortable, répétitif, parfois ennuyeux, est la seule voie réelle de transformation. Et si tu n'apprends pas à lui donner un sens, tout ton progrès sera une façade précaire, fragile, face à toute tentation d'abandon. L'effort soutenu révèle la relation que tu as avec toi-même de manière brutale. Lorsque la motivation se dissipe et qu'il ne reste que la routine,
Toutes les voix intérieures apparaissent, essayant de négocier une sortie facile. Tu commences à te demander si cela en vaut la peine. Tu répètes le vieux discours de « ce n'est pas pour moi » ou tu cherches de petites gratifications pour anesthésier la fatigue. Mais là est la différence. Tandis que la plupart se rendent face à l'inconfort, quelques-uns apprennent à le redéfinir. Ce n'est pas du masochisme ni du romantisme de la souffrance. C'est accepter que l'effort n'est pas l'ennemi, mais le filtre qui sépare la fantaisie du véritable accomplissement. Chaque fois que tu ressens l'envie d'abandonner et que tu restes ferme, tu marques une fracture dans le schéma d'auto-indulgence qui t'a freiné toute ta vie. Apprendre à apprécier l'effort ne signifie pas que tu cesses de ressentir de l'épuisement ou de la frustration. Cela signifie que tu cesses de te battre contre l'inconfort et que tu commences à le voir comme un signe d'avancement. La douleur du progrès, la fatigue après une séance intense, l'esprit saturé après une heure de pratique délibérée, tout cela est un investissement émotionnel qui t'appartient. Une marque que tu as choisi de tenir une promesse interne quand il était plus facile de l'abandonner. Le véritable plaisir n'est pas dans le résultat immédiat, mais dans le fait de devenir quelqu'un capable de supporter le poids de l'effort sans se briser ni négocier avec sa paresse. C'est la confiance que personne ne peut te donner, la certitude que tu peux résister, avancer et te reconstruire dans le processus. Au fond, apprécier l'effort est un changement d'identité. Tu cesses de te voir comme quelqu'un qui ne poursuit que des gratifications passagères et tu te reconnais comme un architecte de ton caractère. Tu réalises que chaque jour difficile est une occasion de régler ta dette envers toi-même, de te prouver que ta parole compte plus que ton état d'esprit. La fatigue n'est plus une excuse, c'est un signe que tu as atteint une limite et que maintenant tu peux la pousser un peu plus loin. Chaque répétition inconfortable, chaque minute supplémentaire est une déclaration silencieuse de respect de soi. N'attends pas que l'effort disparaisse. Cela ne va pas arriver. Ce que tu peux changer, c'est la façon dont tu l'interprètes. L'effort soutenu est la seule monnaie valable pour acheter une transformation réelle. Entraîne-toi à ressentir de la fierté, pas seulement du soulagement, lorsque tu termines ce que tu t'es fixé. C'est l'une des lignes emblématiques. L'effort est ta signature, pas ta condamnation. Si tu apprends à apprécier le processus, même si c'est juste un peu plus chaque jour, tu deviens indestructible de l'intérieur. Parce qu'au final, la vie ne récompense pas le confort. Elle récompense la capacité à soutenir l'effort quand les autres cherchent des raccourcis. La véritable satisfaction n'est pas dans le résultat, mais dans le type de personne que tu deviens en persévérant. 7. Observez vos progrès, pas vos excuses. Vous vous trouvez devant le calendrier de votre téléphone, repassant mentalement ce que vous avez fait la semaine dernière. Vous voyez des tâches barrées, d'autres en attente, et vous vous convainquez d'avoir été occupé. Mais si vous êtes honnête, vous ne pouvez pas préciser un réel avancement, juste une accumulation d'activités. Le cerveau se spécialise dans la protection contre l'inconfort. Au lieu de vous montrer le vide de progrès, il vous livre un récit confortable, plein d'explications sur pourquoi ce n'était pas le bon moment, pourquoi il y avait trop de travail ou pourquoi vous n'avez pas bien fonctionné. C'est ainsi que fonctionnent les excuses. Ce sont des pansements mentaux qui cachent l'inconfort de ne pas avancer, justifient l'inaction et vous permettent de rester dans la même situation sans culpabilité. Ce mécanisme est si subtil que souvent, vous ne remarquez même pas que vous l'utilisez. Vous pensez simplement que vous avez eu une semaine difficile, alors qu'en réalité, vous avez juste cédé à l'inertie. Regarder vos progrès avec honnêteté est inconfortable car cela exige de démonter ces histoires. Il ne s'agit pas de vous flageller, mais d'analyser froidement les faits. Y a-t-il eu un avancement concret ou juste un mouvement superficiel ? Votre esprit essaiera de vous distraire avec des détails sans importance, avec les petites réussites qui, au fond, ne changent rien. Mais c'est là que l'approche stoïque fait la différence. Ne vous demandez pas à quel point vous avez été occupé, mais à quelle distance vous êtes de la version de vous-même que vous souhaitez construire. Mesurer les excuses est facile, tout le monde le fait.
Mesurer le progrès nécessite du courage, car cela signifie affronter le poids de vos véritables décisions. Chaque fois que vous choisissez de vous justifier au lieu d'analyser les résultats, vous renforcez l'habitude de l'auto-indulgence. Et avec chaque répétition, le muscle du caractère s'affaiblit un peu plus. La carte mentale est claire. Vous avez 2 routes. La première est le cercle vicieux de l'excuse, où chaque échec est vêtu d'explications et chaque jour perdu se déguise en circonstances inévitables. Là, il n'y a pas de transformation, juste une répétition de schémas. La seconde, plus brutale mais plus efficace, est la route de l'observation objective. Enregistrez ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait, sans embellissement, sans détour. C'est ici que se joue le véritable changement. Si vous ne surveillez que vos justifications, vous finissez piégé dans une cage invisible. Si vous vous concentrez sur le suivi de vos progrès, aussi minimes soient-ils, vous commencez à construire une base de confiance qui ne dépend pas de la perfection, mais de preuves concrètes. L'habitude d'observer vos progrès vous oblige à sortir du pilote automatique. Enregistrer des avancées, même petites, est un investissement émotionnel qui vous montre que le processus fonctionne, même lorsqu'il n'y a pas de résultats spectaculaires. Voici l'une des lignes emblématiques. Le progrès est la seule excuse acceptable. Tout le reste est auto-illusion. Vos mécanismes de défense interne vont essayer de saboter cet exercice. Ils vont vous rappeler vos fatigues, vos obstacles, les fois où personne ne vous a soutenu. Mais le progrès ne négocie pas avec les excuses, seulement avec les faits. C'est pourquoi, à la fin de chaque semaine, la question stratégique n'est pas « Pourquoi n'ai-je pas avancé davantage ?», mais « Qu'ai-je fait qui m'a réellement rapproché de mon objectif ?» Cette différence change le filtre de ce que vous voyez. Vous cessez de chercher des coupables et commencez à chercher une direction. Le suivi honnête de votre avancement transforme votre relation avec le hobby choisi. Il ne s'agit plus d'impressionner qui que ce soit, ni de respecter une routine vide. Il s'agit de construire une preuve interne que votre parole a du poids. Chaque avancée, aussi petite soit-elle, est une fissure dans le masque de l'auto-justification. Si vous voulez cesser d'être l'otage de vos propres excuses, faites de l'observation du progrès votre habitude principale. Le temps passe de la même manière. Soit vous le remplissez d'excuses, soit vous en faites la preuve de ce dont vous êtes capable. Personne d'autre ne peut consulter cet enregistrement à votre place. C'est la ligne. Progrès mesuré, excuses vaincues. C'est ainsi que l'esprit s'entraîne à ne pas revenir en arrière. 8. Fais de l'engagement une identité propre. Je vais admettre quelque chose d'inconfortable. Il y a des matins où je me vois accomplir le rituel habituel, respecter les horaires, les tâches, les salutations et les routines. Mais à l'intérieur, je sens que je ne suis qu'en train de suivre un script emprunté, un script qui se répète parce que c'est plus facile que de décider vraiment qui je veux être. Je marche dans la maison en ramassant les mêmes choses que d'habitude. Je fais du café, je range le même bureau, je vérifie les notifications comme si ces signaux externes me disaient qui je suis aujourd'hui. Et pourtant, à peine je m'arrête, je remarque l'absence de quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas d'identité propre derrière ces actions, juste une séquence d'habitudes qui pourrait appartenir à n'importe qui. C'est une sensation froide, comme si l'engagement n'était qu'un déguisement que je mets quand il le faut, mais que j'enlève dès que personne ne regarde. La vérité, c'est qu'il est difficile d'assumer le poids d'une identité construite sur un engagement réel. Il est beaucoup plus facile de se laisser porter par le courant, de faire ce qui est juste seulement quand l'environnement l'exige, de permettre que ta parole ait de la valeur seulement à moitié. S'observer de l'extérieur à ces moments-là est troublant. On voit ses mains bouger en automatique, ses yeux chercher une distraction, son corps suivre la routine sans conviction. Il n'y a pas de tension dans les muscles parce qu'il n'y a pas de véritable pari interne, juste une succession de gestes qui simulent un avancement. C'est quand tu choisis, une fois pour toutes, que l'engagement ne soit pas seulement une action répétée, mais un trait de ton caractère, que tout change.
Il ne suffit pas de faire quelque chose pendant 6 mois. Le véritable saut se produit quand tu décides que la discipline, l'autocontrôle et la persévérance ne sont plus seulement des outils, mais la base de ce que tu es. Ce n'est pas une médaille que tu accroches après avoir accompli. C'est la structure invisible qui définit chaque décision, même dans l'invisible, quand personne n'exige rien, quand tu pourrais céder et que personne ne te le reprocherait. Fais l'essai. La prochaine fois que tu te sens tenté de sauter la pratique, de reporter l'effort ou de chercher une excuse raisonnable, observe le micro-geste qui accompagne cette décision. Cela peut être aussi simple qu'un soupir, un regard au plafond, le corps qui s'enfonce un peu plus dans la chaise. C'est le signal physique que ton engagement est en train d'être négocié, dilué, vendu à bas prix. Si tu parviens à identifier cet instant et qu'au lieu de céder, tu choisis de te maintenir ferme, même si c'est inconfortable, tu es en train d'entraîner quelque chose de bien plus profond que la constance. Tu fais de l'engagement ton identité. La différence est brutale. Il y a ceux qui s'engagent par peur, par inertie, par pression externe, et il y a ceux qui s'engagent parce qu'ils ne se permettent pas de se trahir, parce qu'ils ne négocient plus le poids de leurs paroles. Faire de l'engagement ton identité signifie que la personne que tu es et celle que tu dis être cessent d'être séparées. Il n'est pas nécessaire de forcer l'habitude, car ce n'est plus une simple routine. Elle est intégrée dans ta manière de te déplacer, de parler, de décider. Les détails changent, la façon dont tu organises ton temps, la manière dont tu réponds à la paresse, la capacité de soutenir le processus même quand personne ne le valide. L'engagement cesse d'être un objectif et devient un filtre. Tout ce qui n'est pas aligné avec cette base ne passe tout simplement pas. C'est là que tu découvres que la véritable force réside dans le choix, encore et encore, de la version exigeante de toi-même. Même si l'environnement invite à l'inverse, tu n'as pas besoin de l'annoncer, tu n'as pas à le partager. L'engagement authentique se manifeste dans la cohérence silencieuse, dans la manière dont tu tiens ta promesse loin des regards, dans la solidité interne qui se reflète dans les petits gestes quotidiens. Faire de l'engagement une identité propre est la différence entre vivre à l'essai et vivre sérieusement. Ce n'est pas une posture, c'est une évidence quotidienne. La ligne emblématique est celle-ci. Tu es ce que tu soutiens quand personne ne t'y oblige. Fais de l'engagement ta signature et non ton prétexte. Quand tu te construis ainsi, tu cesses de chercher des raisons de continuer et tu deviens la raison même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le monde ne va pas s'arrêter pour te demander comment tu te sens avec toi-même. Chaque jour, sans exception, tu dois porter le poids de ta propre opinion, même si personne d'autre ne la voit ni ne l'entend. La réalité est simple et brutale. Si tu n'es pas capable de te respecter, n'attends pas que le monde le fasse pour toi. L'amour de soi n'est pas une belle phrase, ni un luxe réservé à ceux qui ont eu une vie facile. C'est la base brute et nécessaire pour tout changement réel. Si tu te trahis, tu t'habitues à vivre dans la dette envers toi-même. Si tu ne te choisis pas, tu finis par céder ta vie aux exigences et aux attentes des autres. Et cela a un coût psychologique silencieux, mais dévastateur. Tu peux le déguiser avec des réussites, des relations ou des routines, mais tôt ou tard, le corps et l'esprit en verront la facture. Il ne s'agit pas de te regarder dans le miroir et de te répéter des affirmations vides. Il s'agit d'entraîner la discipline, de te traiter avec la même fermeté et compassion que tu donnerais à ton meilleur ami. Parfois, s'aimer implique de dire non, de poser des limites qui font mal, de cesser de poursuivre l'approbation de ceux qui ne seront jamais satisfaits et d'apprendre à tolérer l'inconfort de te prioriser. Personne ne viendra te sauver de ton propre abandon. Le respect de soi est la seule garantie d'une paix réelle.
tout commence par la façon dont tu te parles et se termine par la façon dont tu te choisis, jour après jour. 1. Reconnaissez votre propre valeur. La vérité est que personne ne viendra vous sauver. Personne ne vous donnera la permission d'exister avec dignité. Si vous continuez à attendre que le monde confirme votre valeur, vous resterez les bras croisés jusqu'à ce que la fatigue vous consume. Cette idée confortable que quelqu'un le remarquera, quelqu'un me validera, n'est rien d'autre qu'un piège mental qui vous maintient petit, attaché aux attentes des autres et à des justifications qui ne vous mènent nulle part. C'est dur, mais il faut le dire, personne ne vous doit de reconnaissance. Le respect et la valeur commencent par vous-même, ou ne commencent jamais. Si vous continuez à vous voiler la face devant votre propre poids dans la vie, tout ce que vous réussissez à faire, c'est accumuler une dette émotionnelle envers vous-même, chaque jour plus lourde, chaque jour plus difficile à rembourser. Cessez de chercher dans les yeux des autres ce que vous vous refusez à voir en face. Ce n'est pas de l'humilité de nier ce que vous êtes, c'est de la peur. Peur de ne pas s'intégrer, peur de déranger, peur que votre voix résonne au-delà de ce qui est permis. Mais cette fausse modestie n'est qu'un autre masque, un filtre qui déforme tout le bien que vous pourriez reconnaître en vous. L'auto-sabotage n'est pas une vertu, c'est le mécanisme le plus efficace pour vous maintenir attaché à la médiocrité. Jusqu'à quand allez-vous permettre à la critique interne d'être plus cruelle que n'importe quel ennemi externe? Si votre dialogue mental se nourrit du mépris, aucun éloge externe ne vous comblera. Personne ne peut compenser le vide que vous perpétuez vous-même avec vos propres mots. C'est vous qui décidez de votre valeur, et cette décision est quotidienne, inconfortable et souvent solitaire. Mais elle vous appartient. Si vous n'avez pas le courage de l'assumer, préparez-vous à vivre toujours à l'ombre de ce que vous auriez pu être. Ne confondez pas votre valeur avec vos réalisations, ni avec la validation que vous recevez sur les réseaux, ni avec l'approbation de votre cercle le plus proche. La valeur personnelle ne se négocie pas. Elle ne monte ni ne descend selon les succès ou les échecs du moment. Si vous vous évaluez comme un produit sur le marché de l'acceptation, vous vivez dans une enchère perpétuelle où vous n'êtes jamais assez. C'est ainsi qu'une vie fausse se construit. Une existence filtrée par l'anxiété de plaire à tout le monde, sauf à vous-même. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour reconnaître ce que vous êtes. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. L'amour de soi n'est pas un luxe, c'est une urgence. Ne vous trompez pas, chaque fois que vous vous refusez de la valeur, vous renforcez l'idée que vous ne méritez rien de mieux. Et ainsi se muscle la résignation. Cessez de perdre du temps à chercher des défauts pour justifier votre propre abandon. Le perfectionnisme n'est qu'une autre excuse pour ne pas commencer. Personne sur cette planète n'est parfait. Mais il y a ceux qui ont le courage de s'accepter dans leur intégralité, avec tout ce qui est inconfortable, maladroit, vulnérable. C'est le véritable acte de rébellion, se regarder sans filtre, reconnaître son histoire, ses cicatrices, ses talents et ses limites, et pourtant se dire « assez, c'est moi, et ce que je suis a de la valeur ». Cette phrase courte est la frontière entre continuer à survivre ou commencer à vivre. Si vous voulez vraiment changer votre vie, commencez aujourd'hui par cesser de négocier votre valeur. Ne la mettez pas en promotion, ne la donnez pas à ceux qui ne savent pas l'apprécier. Le respect de soi est la base sur laquelle tout le reste se construit. Et oui, c'est difficile de rompre avec des années de mépris de soi. C'est difficile de regarder sa propre vie sans embellissement ni excuse. Mais chaque jour que vous reportez cela, vous vous éloignez un peu plus de qui vous pourriez être. Alors décidez, soit vous vous reconnaissez, soit vous vous résignez. La différence entre ces deux chemins est abyssale. Ne vous cachez pas derrière des justifications. Choisissez votre valeur, même si personne ne vous applaudit pour cela. Personne ne le fera à votre place. 2. Prends soin de ton dialogue intérieur. Tu te lèves et presque sans t'en rendre compte, la conversation dans ta tête a déjà commencé. Parfois, c'est un murmure. D'autres fois, une condamnation.
Avant même que la journée ne te donne une chance, ton esprit t'a déjà rappelé cette erreur que tu as commise la semaine dernière, t'a fait revivre chaque détail inconfortable, a énuméré tes tâches en attente et t'a murmuré, avec désinvolture, que peut-être tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es même pas encore sorti du lit et tu te dois déjà une explication à toi-même. Ce dialogue intérieur, si automatique et si invisible, est le terrain où se décide une grande partie de ton destin émotionnel. Peu importe combien de mots gentils tu reçois de l'extérieur, si ta propre voix est la première à te juger et la dernière à te pardonner. Pendant que les autres voient tes efforts, tu te concentres sur tes échecs. Alors qu'à l'extérieur, il y a de la place pour l'erreur. À l'intérieur, il n'y a que des comptes à régler et des exigences qui ne sont jamais totalement satisfaites. C'est ainsi que, sans le vouloir, tu transformes ton esprit en salle d'interrogatoire où tu es toujours l'accusé et jamais le témoin en ta faveur. Le problème n'est pas d'avoir de l'autocritique, le problème est la disproportion. Tu as entraîné ton esprit à mettre en avant les défauts, à minimiser les réussites, à anticiper des désastres qui se produisent rarement. Tu as appris, peut-être sans t'en rendre compte, à te méfier de ton propre jugement. Tu as pris l'habitude de penser que prendre soin de toi est un luxe, que reconnaître tes progrès est de la vanité et que revendiquer le respect intérieur est une perte de temps. Personne ne t'a appris que le dialogue intérieur est une forme d'architecture. Chaque phrase que tu répètes, chaque pensée que tu laisses passer, est une brique dans la structure de ton estime de soi. Si les fondations sont faites de mépris et de doute, il est impossible de construire quelque chose dans lequel tu puisses habiter en paix. Il y a un piège subtil dans le perfectionnisme. Cela semble une barre haute, mais en réalité, c'est une punition récurrente. Tu ne te donnes pas de crédit pour ce que tu fais bien, mais tu te condamnes sans procès équitable pour ce qui ne se passe pas comme tu l'espérais. La voix intérieure qui répète « ce n'est pas suffisant » finit par peser plus que n'importe quelle critique extérieure. Cette voix devient loi, et la loi devient identité. Lorsque tu laisses ce dialogue s'installer, chaque décision, chaque pas, chaque rêve commence à passer par le filtre de l'autonégation. Ainsi, tu deviens le principal saboteur de tes propres tentatives de vivre avec dignité. Tu n'es pas tes pensées automatiques. Tu n'es pas la somme de phrases héritées des autres. Tu peux intervenir dans ce dialogue et commencer à te traiter comme tu traiterais un ami blessé. Avec honnêteté, oui, mais aussi avec compréhension. Le respect de soi commence dans l'intimité de ton esprit. Lorsque tu choisis de cesser de te punir pour ce que tu ne contrôles pas et que tu commences à reconnaître la valeur de tes efforts, même lorsque personne d'autre ne les voit. La véritable transformation ne se produit pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais dans cet espace privé où tu décides quelles paroles tu vas permettre de se répéter chaque jour. Prendre soin de ton dialogue intérieur n'est pas un acte d'égoïsme, c'est une question de survie émotionnelle. Personne ne va te parler plus souvent que toi-même. Apprends à ne pas être ton premier ennemi. Ce que tu te dis en privé définit ce que tu oses essayer. Si tu veux changer ta vie, change la façon dont tu te parles. C'est la racine de tout le reste. 3. Établis des limites sans culpabilité. Je vais être honnête, dire non m'est encore difficile. Pas par manque d'arguments, mais à cause d'un mélange empoisonné de peur du rejet, de désir d'éviter les conflits et de cette vieille habitude de mettre les autres en premier, comme si leur confort valait plus que ma tranquillité. Chaque fois que je cède par inertie, une partie de moi se reproche cette faiblesse, mais une autre se justifie. Ce n'est pas si grave, mieux vaut ne pas créer de problème. Je l'admets, parfois le silence me semble plus facile que la confrontation. Mais la réalité est que ce prix se paie cher, car le coût de ne pas mettre de limite n'est pas invisible. Il s'accumule comme une fatigue chronique, une sorte de ressentiment muet qui érode le respect de soi et déforme la perception que tu as de toi. Personne ne te le dira ouvertement, mais chaque fois que tu permets qu'on piétine tes besoins, tu entraînes les autres et toi-même à te traiter comme quelqu'un de superflu. Et le plus nuisible, c'est qu'avec le temps, cette habitude devient partie du paysage, une règle tacite qui dicte jusqu'où tu peux aller sans déranger personne.
Analysons cela en profondeur. La culpabilité de poser des limites n'est pas naturelle, elle est apprise. Elle provient d'années à entendre que faire plaisir à tout le monde est synonyme de bonté, que se refuser est de l'égoïsme, que porter ce qui ne te revient pas fait de toi une personne meilleure. Ce conditionnement te pousse à confondre la générosité avec l'auto-abandon. On t'a programmé pour te sentir mal à l'aise si tu te priorises, comme si prendre soin de toi était une trahison envers les autres. Ainsi, chaque fois que surgit le besoin de marquer une frontière, le corps réagit. Anxiété, doute, une sorte d'urgence à te rétracter avant que l'autre ne remarque ton inconfort. Mais là se trouve le cœur du problème. Tolérer le malaise des autres tout en ignorant le tien est une fracture dans le caractère. Car la véritable intégrité n'est pas de plaire à tout le monde, mais d'être fidèle à tes propres valeurs, même quand cela implique de décevoir les attentes d'autrui. La conséquence la plus grave de vivre sans limite est que ta vie devient une extension des désirs, des demandes et des rythmes des autres. Tu t'épuises à essayer d'être partout, disant oui par engagement, acceptant des charges qui ne te reviennent pas, jusqu'à ce que l'épuisement s'installe comme la norme. Et le pire, cette absence de frontières finit par façonner ton identité. Tu commences à te voir comme quelqu'un d'incapable de défendre son espace, et cette image se solidifie à chaque nouvelle renonciation à tes besoins. Ainsi s'installe le cycle. Tu cèdes pour éviter la culpabilité, tu te culpabilises d'avoir cédé et tu finis par être amer envers toi-même et envers ceux qui profitent de cet espace vide. Le cercle ne se brise que lorsque tu comprends que poser des limites n'est pas un acte d'agression, mais une déclaration de valeur. Chaque limite est une ligne qui protège ce que tu as construit intérieurement, c'est dire au monde « Voici qui je suis, cela je ne négocie pas ». Il est vrai que la culpabilité va apparaître, surtout si tu n'as jamais été ferme dans tes décisions. Mais cette culpabilité n'est qu'un résidu d'anciens apprentissages, pas un signe que tu fais quelque chose de mal. Le respect de soi se mesure à la capacité de maintenir une limite, même quand personne ne l'applaudit. Si tu t'habitues à te trahir pour plaire, tu finis par être un invité de seconde zone dans ta propre vie. Personne ne te remerciera pour le sacrifice que tu fais en silence. Seul toi peux décider de briser ce schéma. Souviens-toi de ceci, celui qui ne sait pas poser des limites finit par être une limite pour lui-même. Protège-toi de la culpabilité inutile. Choisir tes frontières, c'est te choisir toi. 4. Permette-toi de te reposer et de dire non. Un moteur en marche sans pause finit par griller, peu importe sa puissance. Il y a des jours où tu agis comme si ta vie était cette machine. Tu accélères, tu réponds, tu soutiens, tu t'exiges et tu t'épuises, comme si t'arrêter était un luxe réservé aux autres. Le corps le ressent d'abord, le poids dans la nuque, la mâchoire serrée, les mains froides ou tremblantes, même si personne ne le remarque. Tu continues d'avancer, peut-être avec un sourire, mais à l'intérieur, la fatigue s'étend comme une tache d'huile, silencieuse et persistante. Dans ce rythme, le repos devient une menace, presque un péché, comme si s'arrêter pour respirer était trahir l'image de force que tu as tant travaillé à construire. Tu te répètes que tu te reposeras plus tard, que ce n'est pas le moment, que dire non décevra quelqu'un, et ainsi tu reportes indéfiniment la pause que ton esprit et ton corps te suppliquent. Il est facile de se laisser entraîner par l'inertie de l'auto-exigence, surtout quand le monde récompense ceux qui ne disent jamais stop. Mais ce que personne ne te dit, c'est que cet effort supplémentaire a un coût invisible. Chaque fois que tu te refuses le droit de te reposer, tu envoies à ton subconscient le message que ta valeur dépend uniquement de ton utilité. Ainsi, la fatigue devient une sorte d'armure rouillée, lourde et rigide, qui peu à peu te sépare de ta véritable vitalité. L'acte de dire non, de marquer ton propre rythme, de te permettre une trêve, n'est pas une faiblesse. C'est le signe le plus clair de respect envers toi-même. La véritable dignité réside dans la reconnaissance de tes limites, pas dans leur ignorance jusqu'à l'effondrement. Dans le quotidien, cela se voit dans de petits gestes révélateurs. Le oui
automatique lorsque l'on te demande des services que tu ne peux pas ou ne veux pas rendre. L'agenda saturé d'engagements qui ne te comble pas. Le téléphone qui ne s'éteint jamais. L'expression fatiguée que tu essaies de maquiller chaque matin. Tu t'habitues tellement à aller à l'encontre de ton besoin de pause que, lorsque tu te retrouves enfin en silence, tu ressens de la culpabilité ou de l'anxiété, comme si tu volais du temps à quelqu'un de plus important. Mais personne ne viendra te rendre les heures de repos que tu as offertes par peur de décevoir. Personne ne peut réparer l'usure interne que provoque le fait de vivre au rythme des attentes des autres. Permettre le repos est plus que de s'allonger quelques heures, c'est désactiver le pilote automatique qui t'a entraîné à plaire et à performer toujours. C'est regarder en face la fatigue accumulée, accepter que tu ne peux pas tout faire et cesser de te punir de ne pas être inflexible. Le permis de dire non est une déclaration silencieuse mais puissante. Je me choisis, même si tu ne comprends pas pourquoi. Et cela, même si tu ne le vois pas, est la graine d'une force beaucoup plus réelle que la résistance forcée. Se reposer n'est pas abandonner la lutte, c'est se préparer à vivre vraiment. Il y a une phrase qui ne manque jamais. Le repos est un droit, pas une récompense. Dire non à ce qui t'épuise, c'est dire oui à ta santé mentale et physique. Fais-le sans peur, sans demander pardon. Celui qui ose se reposer montre qu'il se respecte. Et celui qui se respecte au final est toujours mieux équipé pour se soutenir et soutenir les autres. La vie ne consiste pas à arriver le premier, mais à arriver entier. 5. Accepte tes cycles et tes processus. Tu n'es pas une machine à rendement constant. Si tu continues à exiger de toi-même de vivre dans un état de printemps éternel, tu ne récolteras que de la frustration. On t'a vendu la fantaisie de la constance inébranlable comme si c'était interdit d'avoir des jours de recul, des saisons de doute, des semaines de fatigue ou des moments où rien ne fleurit. Mais la réalité est autre. Tout en toi fonctionne par cycle, par des processus qui ne demandent pas ta permission ni n'attendent ton approbation. Ignorer cela, c'est te saboter avec des attentes impossibles, c'est te condamner à une insatisfaction perpétuelle parce que tu compares ton processus réel à une version idéalisée et fictive de toi-même. Personne ne te donnera une médaille pour faire semblant de toujours pouvoir tout gérer. Au contraire, cet effort absurde ne fait que renforcer le mépris de soi lorsque tu te découvres inévitablement vulnérable ou épuisé. Cesse de mépriser tes chutes et tes pauses, comme si elles étaient des échecs personnels. Tu n'es pas faible parce que tu as besoin de temps, parce que tu changes de rythme, parce que tu traverses des étapes de confusion ou parce que tu n'as pas de réponse immédiate. La maturité ne se mesure pas à la quantité de jours pendant lesquels tu parviens à maintenir l'élan, mais à l'honnêteté brutale avec laquelle tu acceptes tes propres cycles. Personne n'évolue en ligne droite et prétendre le contraire ne fait que te transformer en ton propre bourreau. Il y a des jours de semences et des jours de jachère. Il y a des saisons où avancer signifie simplement résister. Si tu ne tolères pas tes propres processus, tu t'entraînes à saboter tout progrès dès qu'il sort du script. Cette rigidité mentale est un piège. Plus tu t'obliges à forcer la croissance, plus tu te frustreras lorsque le stagnation inévitable arrivera. Ne confonds pas discipline et autopunition. La discipline, c'est te maintenir dans la bonne direction, même lorsque le rythme varie. L'autopunition, c'est prétendre que tu peux ignorer la fatigue, le doute, l'épuisement émotionnel et continuer à fonctionner par pure volonté. On t'a fait croire qu'accepter tes cycles, c'est abandonner. Mensonge. Te refuser à reconnaître tes propres processus est la manière la plus efficace de te saboter. Chaque fois que tu minimises tes besoins de repos, chaque fois que tu méprises ta propre confusion ou que tu te punis de ne pas être toujours motivé, tu renforces la croyance que tu ne mérites de la valeur que lorsque tu es à 100%. C'est une condamnation, pas une façon de vivre. Assez d'exiger de ton esprit et de ton corps qu'ils fonctionnent comme s'ils étaient des pièces interchangeables.
Il y a des processus internes qui ne s'accélèrent pas par la force, ni ne se résolvent avec des phrases motivantes bon marché. La patience avec tes propres cycles est un exercice de respect de soi, pas une excuse pour la complaisance. Celui qui ne sait pas attendre son propre temps finit par haïr ses pauses, et celui qui haït ses pauses ne supporte pas ses propres chutes. La résilience se cultive dans l'acceptation inconfortable de chaque moment, pas dans la négation obstinée de la réalité. Cesse de te mentir. Tu ne faillis pas en avançant lentement, ni en ayant besoin de t'arrêter, ni en te sentant perdu de temps en temps. Tu faillis lorsque tu transformes l'auto-exigence en ta seule boussole. Personne ne peut mener une vie pleine s'il se refuse le droit d'être incomplet, de changer de rythme, d'évoluer à sa manière. Tu n'es pas moins digne les jours où tu recules, ni plus précieux les jours où tu avances sans trébucher. Accepter tes cycles est l'acte le plus basique et en même temps le plus difficile d'amour de soi. Celui qui ne respecte pas son processus finit par se détruire de l'intérieur. Ne te trahis pas avec le poison de la comparaison ni avec l'arrogance de la perfection. Ton rythme t'appartient et le premier signe de véritable force est de cesser d'en avoir honte. 6. Redéfinis tes blessures. Tes blessures ne sont pas une condamnation, mais si tu refuses de les regarder en face, elles se transforment en chaînes invisibles qui dictent tes décisions, tes limites, même tes idées sur l'amour-propre. Il est inconfortable de l'accepter, la douleur que tu traînes, les humiliations, les pertes, les trahisons et les déceptions qui s'accumulent dans ton histoire ne s'évaporent pas simplement en les ignorant ou en te déguisant en force superficielle. Au contraire, ce que tu nies s'incruste. Ce que tu caches finit par gouverner chaque partie de ta vie depuis les ombres de ton inconscient. Il est plus facile de faire semblant que rien ne t'a marqué, que tu es imperméable, que les vieux coups n'ont laissé aucune trace. Mais cette histoire n'est qu'une anesthésie temporaire. Tôt ou tard, ce qui n'est pas résolu s'infiltre dans la façon dont tu te parles, dans la manière dont tu te lies aux autres, dans les opportunités que tu te permets ou que tu te refuses. Le mécanisme est subtil mais dévastateur. Lorsque tu associes tes blessures à la honte, tu les transformes en preuve de ta prétendue faiblesse, en raison de te cacher ou de te durcir jusqu'à l'insensibilité. Ce récit est un filtre déformé. Tu te vois comme un projet défectueux, comme quelqu'un qui doit déguiser son histoire pour pouvoir s'intégrer. C'est là que la blessure se transforme en identité et le passé devient une cage émotionnelle. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu commences à te définir davantage par ce qui t'a fait mal que par ce que tu as fait de cette douleur. Et c'est la plus grande des erreurs. Le traumatisme n'est pas ta carte de visite, ni la cicatrice une marque d'incapacité. Le sens de ta blessure, c'est toi qui le décides, pas celui qui te l'a infligé, ni les circonstances qui l'ont provoqué. Redéfinir tes blessures est un acte de brutalité honnête. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, ni de chercher un but rédempteur à tout ce qui t'a fait mal. Il s'agit de reconnaître que ce qui t'a brisé t'a aussi appris à te reconstruire différemment. Chaque déception t'a obligé à revoir tes attentes. Chaque abandon t'a montré tes vides et t'a défié de les combler par toi-même. Chaque fois que l'on t'a fait défaut, tu as appris, peut-être à la dure, où se trouvaient les limites de ta tolérance et la nécessité de protéger ta dignité. Cela ne gomme pas l'injustice de ce que tu as vécu, mais cela te donne le pouvoir sur l'interprétation de ta propre vie. Personne ne peut te retirer le droit de redéfinir ton expérience. Ce qui te pèse aujourd'hui peut demain être la base de ta force, si tu choisis de ne pas perpétuer le rôle de victime. Il y a une décision que personne ne peut prendre à ta place. Rester piégé dans le récit de la blessure, ou utiliser cette expérience comme matériau pour ta croissance. Il ne s'agit pas de minimiser le dommage, mais de changer la relation que tu as avec lui. Cesser de te demander « pourquoi moi ?» et commencer à te questionner « que fais-je maintenant avec cela ?» Ce changement de focus est le véritable début de la maturité émotionnelle. La compassion mal comprise te fige. La compréhension de soi te fait avancer. Tu peux honorer ta douleur sans y rester enfermé.
Aucune blessure ne te rend moins digne. Aucune cicatrice n'est un défaut essentiel. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis de construire à partir de ce que tu as vécu. Ce qui t'a fait mal ne dicte pas ta valeur, mais cela peut révéler ta capacité de transformation. Au final, tu n'es pas ce qui t'est arrivé, mais ce que tu décides d'en faire. Renonce à la honte. Fais de ton histoire une source de sens, pas une excuse pour te replier. Ta véritable force commence lorsque tu donnes une place à ta blessure, mais pas le trône. 7. Choisis de grandir chaque jour. À peine le café terminé, tu te lances dans la routine. Tu vérifies ton téléphone, tu réponds aux messages, tu fais mentalement une liste de choses à faire, tu planifies ta journée comme si tout dépendait de ne pas faire d'erreur. La journée commence déjà à ressembler à une course contre la montre, mais dans cet effort pour accomplir et avancer, tu te demandes rarement si aujourd'hui tu es la même personne qu'hier, ou si tu te contentes de répéter des schémas imposés par l'habitude et l'inertie émotionnelle. Grandir sérieusement, vraiment, n'est pas une conséquence automatique du passage du temps, ni de l'accumulation d'expériences au hasard. C'est un processus actif, inconfortable et surtout un choix conscient qui exige de regarder en face chaque petite décision que tu prends quand personne ne regarde. La véritable croissance ne se produit pas seulement lorsque quelque chose d'extraordinaire fait irruption dans ta vie, mais dans les moments les plus banals, lorsque tu décides si tu vas répéter la vieille réponse défensive face à une critique ou si tu te permets d'écouter et d'apprendre. Lorsque tu ressens l'envie de cacher tes insécurités et au lieu de cela, tu choisis de les reconnaître sans drame. Lorsque la tentation de blâmer les autres pour ton état surgit, mais que tu choisis d'assumer ta part, sans excuse. C'est à cela que se résume l'évolution personnelle, à la somme de petits choix qui, accumulés, modifient ta structure interne. Personne ne grandit par accident. Grandir est le résultat de sortir du pilote automatique et de renoncer au confort des vieilles justifications. Le véritable changement commence lorsque tu en as assez de tes propres excuses. Analyser la racine de ce qui te freine est un exercice d'honnêteté inconfortable. Souvent, tu ne grandis pas parce que la peur de perdre ce que tu connais pèse plus que la curiosité de découvrir ce que tu peux devenir. Tu t'accroches à des croyances héritées, à des habitudes qui te semblent familières et à une définition de toi-même qui, bien que limitée, te paraît sûre. Ce mécanisme de défense est aussi invisible que persistant. Il te chuchote de ne pas trop changer, de ne pas t'exposer, que l'inconfort est dangereux. Mais chaque fois que tu choisis la sécurité plutôt que la possibilité, tu renforces la cage mentale qui te maintient petit. Grandir, c'est risquer l'ego, défier la version confortable et limitée que tu as de toi-même. Et oui, c'est difficile, car cela implique de démanteler des certitudes, d'accepter que tu ne sais pas tout et de te permettre d'être apprenant encore et encore. La conséquence de ne pas choisir de grandir est brutale. Tu répètes les mêmes conflits, tu t'entoures des mêmes personnes toxiques, tu tombes dans les mêmes pièges émotionnels et tu te convaincs que c'est comme ça que tu es, et point. Cette résignation est la plus grande trahison de ton potentiel. Personne n'a une vie meilleure par hasard. L'avancement est une construction quotidienne de petits renoncements à l'ego et de micro-décisions qui, bien qu'elles semblent insignifiantes, sont celles qui transforment réellement ton caractère. Chaque jour, tu as à nouveau l'option de répondre différemment, de t'observer avec plus de lucidité, de corriger une réaction automatique, de rejeter le rôle de victime et de prendre celui de protagoniste. Grandir est aussi inconfortable que nécessaire. Et parfois, cela ne se remarque qu'en rétrospective, lorsque tu regardes en arrière et que tu réalises que tu n'agis plus depuis la même peur, ni que tu ne répètes les mêmes justifications. La ligne emblématique d'aujourd'hui, grandir fait mal, mais rester le même fait beaucoup plus mal. Ne confonds pas confort avec bien-être, ni répétition avec cohérence. Chaque jour où tu choisis de ne pas avancer, tu renforces le muscle de la résignation. La croissance ne demande pas de permission. Elle exige que tu t'engages envers ta meilleure version, même si cela signifie laisser derrière ce qui te protégeait hier.
Choisir de grandir est un investissement inconfortable, mais c'est le seul qui ne se dévalue jamais. Ne t'habitue pas à vivre en mode survie. Choisis de grandir, même quand personne ne le remarque. C'est cela, la maturité. 8. Aime depuis ton authenticité. J'ai du mal à l'admettre, mais parfois je sens que j'ai passé des années à offrir des versions éditées de moi-même, même dans les relations les plus proches. Je me surprends à moduler ma voix, à choisir mes mots avec précaution, à cacher mes opinions pour ne pas déranger, et même à forcer des sourires qui n'atteignent pas mes yeux. Je vois mes propres gestes dans le reflet d'une fenêtre. Je reconnais cette tension dans mes épaules quand je tais ce que je veux vraiment dire. Le corps réagit avant l'esprit, la mâchoire serrée, cet air contenu dans la poitrine, le regard qui évite le contact direct. C'est une chorégraphie répétée pendant des années, poussée par la peur de ne pas être assez, ou pire encore, d'être trop. Aimer depuis cet endroit est une tâche épuisante et surtout solitaire, car chaque fois que tu sacrifies un morceau de ton authenticité, ce que tu donnes n'est plus de l'amour. C'est une version mutilée de toi-même négociant l'approbation. La vérité brutale est que personne ne peut soutenir une relation saine si d'abord il ne se soutient pas lui-même dans le quotidien. Aimer depuis l'authenticité n'est pas un acte romantique, c'est une discipline quotidienne qui se reflète dans les plus petits détails, dans la manière dont tu écoutes sans feindre l'intérêt, dans le geste posé de dire ce que tu penses vraiment même si ta voix tremble, dans le silence que tu choisis quand tu n'as pas de réponse, dans la permission de demander de l'espace sans te sentir égoïste. Cela se voit dans les détails. Une main qui ne s'accroche pas, un rire qui ne demande pas la permission, un regard qui ne cherche pas l'approbation sur le visage de l'autre. C'est cesser d'interpréter un rôle pour commencer à habiter ta propre vie. L'authenticité dérange parce qu'elle te laisse sans déguisement. Elle t'oblige à montrer la fatigue quand tu la portes, à admettre tes colères sans les adoucir avec des excuses, à tenir tes limites même quand l'autre personne attend autre chose de toi. Il est facile de dire que tu aimes quand tout est simple, mais ce qui compte vraiment, c'est comment tu te comportes lorsque tes besoins et ceux de l'autre ne s'alignent pas parfaitement. C'est là que l'on voit si ton amour vient d'un endroit authentique ou de l'urgence de s'intégrer. Il n'y a rien de plus épuisant qu'aimer avec la peur d'être découvert, comme si ta véritable version était une erreur de fabrication que tu dois cacher pour mériter de la compagnie. Personne ne t'enseigne que le prix de l'authenticité est l'inconfort. On le ressent dans l'estomac, dans la sueur froide d'une conversation gênante, dans l'anxiété d'un long silence, après avoir montré de la vulnérabilité. Mais on le ressent aussi dans la légèreté d'exister sans calculer chaque mouvement, dans la paix qui arrive lorsque ta présence ne dépend pas de l'approbation des autres, dans la congruence entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. Aimer depuis cet endroit ne garantit pas que l'autre reste, mais cela t'assure que quoi qu'il arrive, tu ne t'es pas trahi. Personne ne peut te donner de la dignité si tu ne te la donnes pas d'abord. L'amour authentique n'est pas une complaisance sans limite, ni un sacrifice silencieux. C'est la capacité d'être présent sans te perdre, de donner sans te vider, de prendre soin sans t'annuler. C'est un muscle que tu entraînes chaque fois que tu choisis de te montrer sans certitude, chaque fois que tu préfères la vérité inconfortable au silence qui te ronge de l'intérieur. Aime depuis ton authenticité, où tu finiras par vivre des relations pleines d'absence et de mots non dits. Quand tu te choisis d'abord, l'amour cesse d'être une dette et devient une expression naturelle de respect. Souviens-toi, l'amour qui nie qui tu es ne te comblera jamais. Aimer sans te cacher est la forme la plus radicale de liberté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a une vérité inconfortable que la plupart préfèrent ignorer. Ce que tu as aujourd'hui
est le reflet exact de qui tu es, pas de ce que tu rêves ni de ce que tu publies. La vie ne négocie pas avec des désirs vides, ni avec des affirmations devant le miroir. Elle répond sans pitié à la vibration et à l'identité que tu maintiens, même quand personne ne te regarde. Peu importe combien de livres tu lis, ni combien de conseils tu cherches, si tu n'oses pas démonter les habitudes et les pensées qui te gardent au même endroit. La véritable transformation n'est pas un tour de motivation, ni un relooking pour les réseaux sociaux. C'est un processus exigeant, souvent inconfortable, où chaque pensée, chaque réaction et chaque décision font partie du coût que tu es prêt à payer pour une vie différente. Le stoïcisme nous rappelle quelque chose de brutalement simple. Personne ne viendra te sauver de toi-même. Rien ne change jusqu'à ce que tu changes. Arrête de chercher des raccourcis, des formules miracles ou des excuses externes. Si tes résultats ne te plaisent pas, alors reprogramme ton mécanisme mental et ajuste ta discipline. La cohérence est le filtre le plus brutal de la réalité. Ce que tu penses et ce que tu fais, tôt ou tard, s'alignent et définissent ton destin. Ici, il n'y a pas de secret, il y a de la responsabilité. Aujourd'hui, je te défie de cesser d'être l'otage de tes impulsions et de prendre le contrôle de ton énergie intérieure. Car si tu n'es pas capable de gouverner ton monde intérieur, l'extérieur ne changera jamais pour toi. 1. Sois cohérent entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Il n'y a rien de plus destructeur que de vivre divisé à l'intérieur. Si votre esprit va d'un côté et vos actions de l'autre, vous n'êtes rien d'autre qu'une contradiction sur pattes. C'est simple, personne ne respecte quelqu'un qui dit une chose et en fait une autre, et la vie non plus. Le prix de l'incohérence est extrêmement élevé, même si vous voulez l'ignorer. Cela vous vole de l'énergie, fragmente votre identité et vous laisse toujours à mi-chemin. Assez de vous justifier avec des phrases comme « je ne suis pas encore prêt » ou « quand les conditions seront réunies, je le ferai ». C'est la voie de l'auto-tromperie, celle qui vous maintient à tourner en cercles invisibles pendant que les jours passent et que rien de réel ne change. Le premier pas vers toute transformation profonde est de cesser de négocier avec votre propre voix intérieure. Si vous savez que quelque chose est juste, faites-le. Si quelque chose vous détruit, laissez-le. Point. Ne cherchez pas de raccourcis mentaux ni d'excuses sophistiquées pour continuer à retarder ce que vous savez que vous devez affronter. Il y a une dette qui s'accumule chaque fois que vous trahissez ce que vous pensez. C'est une fracture dans votre caractère et un poids qui finit par écraser votre estime de soi. La cohérence n'est pas un luxe, c'est la base sur laquelle repose tout le reste. Quand ce que vous pensez, ressentez et faites est aligné, vous cessez de traîner ce sentiment d'agir pour les autres ou de nécessiter une validation externe. Vous êtes vous-même, vraiment, sans fioritures ni masques empruntés pour vous intégrer. Beaucoup de gens vivent préoccupés par ce qu'ils semblent en public et se permettent 1000 contradictions en privé, comme si l'univers ne prenait pas note. Mais cette double vie vous coûte cher, même si vous pensez que personne ne le remarque. La véritable discipline commence lorsque vous cessez de vous trahir dans les petits détails, dans ce que personne ne voit. Chaque fois que vous choisissez le confort plutôt que la vérité, vous vous affaiblissez de l'intérieur. Et ensuite, vous ne comprenez pas pourquoi tout vous coûte le double, pourquoi les résultats n'arrivent pas ou vous échappent des mains. Il n'y a pas de magie. Il y a de la cohérence où il n'y a rien. Ne vous laissez pas tromper par les discours motivationnels bon marché qui vous disent que désirer quelque chose suffit. Vouloir ne sert à rien si votre comportement quotidien contredit ce désir. Celui qui veut être en paix mais passe sa journée à nourrir des pensées toxiques. Celui qui rêve de santé mais s'auto-détruit avec des habitudes misérables. Celui qui demande l'abondance mais vit dans la rareté et la peur. Tous sont incohérents et pour cela, la vie leur répond avec la même monnaie. Vous ne recevez que ce que vous êtes capable de soutenir avec votre vibration et vos actes, pas avec vos belles paroles. La cohérence est la véritable autorité. Personne ne peut vous acheter du respect, ni à vous-même ni aux autres, si vous n'êtes pas congruent. Commencez à entraîner la cohérence comme un muscle.
Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de réduire chaque jour la distance entre ce que vous savez et ce que vous faites. Oui, cela va faire mal à de nombreuses reprises. Oui, cela nécessitera que vous renonciez à des plaisirs immédiats, à justifier vos faiblesses et à supporter l'inconfort de vous regarder en face sans anesthésie. Mais le résultat est la liberté intérieure. Chaque décision cohérente renforce votre caractère et vous rapproche de cette version de vous qui n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit, car sa seule présence transmet la vérité. Vous voulez une vie différente? Commencez par ne plus vous trahir. Sans cohérence, tout ce que vous ferez ne sera qu'une façade. Avec cohérence, tout devient possible. 2. Prends soin de ton énergie. Élimine les excuses internes. Tu te réveilles après une nuit courte, tu traînes jusqu'à la cuisine à la recherche de café, tu ouvres ton téléphone et l'écran te lance une avalanche de messages, de tâches et de demandes externes. Le corps réclame 5 minutes de plus. L'esprit négocie une autre excuse. Aujourd'hui non, je commence sérieusement demain. Tu le sais, ce n'est pas la première fois. Tu t'es promis de prendre soin de ton énergie, de laisser derrière toi les habitudes qui te drainent. Mais te voilà encore une fois, reportant, justifiant, te donnant la permission de rester comme ça. Cette scène, si commune et silencieuse, est la racine de tout épuisement. Le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur. C'est cette voix qui trouve toujours une raison de ne pas agir, de ne pas rompre avec le confort automatique de ce qui est connu. Et si tu t'arrêtes pour regarder de près, tu verras que la fatigue qui t'accompagne n'est pas seulement physique. C'est une saturation interne d'excuses, de pensées circulaires et de petites décisions qui s'accumulent en une montagne d'épuisement invisible. Ainsi s'écoule ta vie, à accumuler des micro-trahisons contre ta propre énergie, à hypothéquer ta vitalité pour quelques minutes de plaisir immédiat ou par peur de te sentir mal à l'aise. Prendre soin de son énergie n'est pas un conseil superficiel, c'est la base de toute transformation réelle. Tu ne peux pas aspirer à une vie puissante si tu continues à te saboter dans les choses les plus basiques. Sommeil, alimentation, repos mental, limites claires. Le corps est ton premier territoire de discipline. Si tu le maltraites, si tu le remplis de stimuli toxiques, si tu lui refuses l'essentiel, tout le reste s'effondre. Mais la racine de cette négligence se trouve presque toujours dans le dialogue interne. Ce murmure constant qui minimise les dégâts, qui te dit qu'il n'y a pas de problème pour une fois, que demain sera différent. Cette narration te piège dans un cercle sans fin, car chaque excuse répétée affaiblit ta volonté et t'habitue à négocier toujours vers le bas. Les véritables chaînes sont mentales. Si tu ne les brises pas, aucune nouvelle habitude ne tiendra plus d'une semaine. Le mécanisme est astucieux. Tu te convaincs que tu as besoin d'être motivé pour commencer, que la fatigue justifie tout abandon, que les autres ont plus de chance, plus de temps, moins d'obstacles. Mais la réalité est beaucoup plus simple et brutale. Ton énergie dépend de ce que tu tolères et de ce que tu choisis chaque jour, pas de ce que tu prévois ni de ce que tu rêves. La vie te répond selon tes standards, pas selon tes intentions. Si tu acceptes des excuses internes, c'est ce que tu multiplies dans tous les aspects. Relations médiocres, résultats médiocres, état d'âme médiocre. La qualité de ton énergie détermine la qualité de ta vie. C'est une loi interne que personne ne peut éviter. Jusqu'à quand vas-tu continuer à reporter le moment de te prendre au sérieux? La discipline n'est pas un acte héroïque. C'est la somme de décisions inconfortables, répétées encore et encore, jusqu'à ce que ton identité ne négocie plus avec la paresse ni avec l'autocompassion. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être honnête. Ce que tu laisses passer aujourd'hui est le standard qui s'installe demain. Le véritable soin de soi n'est pas de se donner des permissions, c'est de se demander ce qui est nécessaire pour soutenir la vie que tu dis vouloir. L'énergie se préserve dans l'invisible, dans ce que tu choisis quand personne ne regarde, dans ce que tu consommes avec les yeux, la langue et l'esprit, dans ce que tu permets de t'habiter chaque jour. Il n'y a pas de raccourci, soit tu te renforces, soit tu t'épuises.
Chaque excuse interne que tu tolères est une fuite, et chaque fois que tu l'élimines, tu regagnes du pouvoir. Choisis de cesser de négocier avec tes propres faiblesses. Arrête de demander à la vie de te donner ce que tu sabotages toi-même. La transformation commence lorsque tu assumes que ton énergie est ton capital le plus précieux et que personne, absolument personne, ne va la protéger pour toi. Fais-le inconfortable. Fais-le inconfortable jusqu'à ce que l'inconfort devienne ta nouvelle base, car c'est seulement là que commence le véritable changement. 3. Construisez votre identité avec des habitudes quotidiennes. Je vais être honnête. Pendant longtemps, j'ai résisté à l'idée que mon identité n'était pas une vérité établie, mais une somme de choix quotidiens, dont beaucoup étaient si automatiques que je ne réalisais même pas comment ils me définissaient. L'auto-tromperie est subtile. Vous vous répétez que vous êtes comme ça, que vos réactions font partie de votre caractère, que certaines habitudes vous correspondent simplement. Mais si vous regardez avec une brutalité sincère, vous réalisez que chaque petit acte, chaque décision apparemment insignifiante, façonne silencieusement la manière dont vous vous percevez et vous comportez. Vous n'êtes pas vos intentions, vous êtes ce que vous maintenez. L'identité n'est pas un joli récit pour se sentir mieux. C'est un solde accumulé d'habitudes, de cohérence, de renoncements inconfortables et d'engagements tenus même lorsque personne n'applaudit. C'est la vérité qui est la plus difficile à affronter, car cela implique que vous ne pouvez blâmer personne d'autre pour le résultat. Celui que vous êtes aujourd'hui s'est construit pas à pas avec les routines que vous avez tolérées et celles que vous avez voulu briser mais que vous n'avez pas faites. La construction de l'identité est un processus beaucoup moins romantique que ce que vendent les livres de développement personnel. Il ne s'agit pas de visualiser, de répéter des affirmations ou d'attendre des révélations spectaculaires. Il s'agit de systématiser des comportements, de mettre en pilote manuel ce que le pilote automatique sabote depuis des années. Les habitudes sont des briques, personne ne va les placer pour vous. Si vous choisissez chaque jour la procrastination, la plainte, le désordre, l'autocompassion, que cela vous plaise ou non, cela devient la matière première de votre identité. Chaque fois que vous répétez un comportement, aussi petit soit-il, vous renforcez un chemin mental. Le cerveau apprend vite ce que vous répétez et devient accro à cette inertie. Il ne s'agit pas de chercher l'habitude parfaite, ni de tout changer d'un coup, mais de comprendre que chaque action habituelle est un vote silencieux pour la personne que vous choisissez d'être. Votre identité est la somme de vos choix répétés. C'est la phrase que personne ne veut entendre car elle élimine le réconfort du hasard. Si vous voulez changer votre vie en profondeur, la première chose à faire est d'identifier quelles habitudes soutiennent la version de vous que vous ne tolérez plus et lesquelles vous rapprochent, même un peu, de la version que vous respecteriez. C'est ici que la plupart se perdent. Elles veulent de nouveaux résultats avec de vieilles habitudes. Elles espèrent attirer l'abondance, le calme, le respect, la plénitude, tout en maintenant des routines qui ne renforcent que la médiocrité, l'auto-abandon et la réactivité émotionnelle. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il y a une répétition consciente. Le véritable changement ne se produit pas lorsque vous vous sentez inspiré. Il se produit lorsque vous agissez différemment, alors que votre esprit supplie pour le vieux plaisir immédiat. L'inconfort est la preuve que vous sortez de l'ancienne identité. Chaque fois que vous parvenez à maintenir une décision inconfortable dans le temps, vous minez le terrain du personnage automatique et ouvrez de l'espace pour celui que vous voulez vraiment être. Faites-le simple. Choisissez une petite habitude, mais faites-la quotidiennement sans excuse. Il ne s'agit pas d'héroïsme, mais de constance. Un jour ne change rien, mais 100 jours consécutifs vous changent. Et si vous trébuchez, si vous échouez, le véritable entraînement réside dans le fait de ne pas négocier l'abandon. Le problème n'est jamais de tomber. Le problème est d'installer le récit selon lequel tomber est une raison pour revenir au point zéro. L'identité se renforce avec chaque répétition, pas avec chaque tentative parfaite. C'est une bataille silencieuse, sans spectateur ni récompense immédiate. Mais c'est la seule qui en vaille la peine.
car c'est ainsi que votre vibration, vos résultats et votre estime de soi cessent de dépendre du hasard ou de la validation externe. Ne cherchez pas de raccourcis ni de formules magiques. L'identité se forge avec de vraies habitudes, soutenues dans l'inconfort du quotidien. Si vous voulez du respect de soi, construisez-le avec des décisions qui ne trahissent pas ce que vous savez que vous devez faire. Chaque petite action ajoute ou retire du pouvoir. Là, sur ce terrain silencieux, se définit qui vous êtes vraiment. 4. Maîtrisez vos réactions avant d'agir. Vous traversez une rue aux heures de pointe, le feu passe au rouge et la foule avance comme un courant serré. Quelqu'un vous pousse par derrière, ne vous regarde pas, continue son chemin. Vous sentez la chaleur monter dans votre poitrine, la mâchoire se contracte, les poings se ferment presque par réflexe. Dans ce micro-instant, la réaction automatique se manifeste, l'envie de lâcher un mot acerbe, de réclamer, de rendre le coup. Mais à peine vous arrêtez-vous pour observer cet élan, vous découvrez son véritable visage. Ce n'est même pas le vôtre, c'est un reflet appris, une chaîne de réactions héritées qui s'active sans permission. C'est ainsi que fonctionnent la plupart de vos réponses quotidiennes, comme des ressorts qui sautent parce que quelqu'un d'autre a appuyé sur le bon bouton. Si vous n'entraînez pas cette pause avant d'agir, vous vivez comme une marionnette de vos émotions, entraînée par l'inertie de chaque stimulus externe. Maîtriser vos réactions ne consiste pas à vous réprimer, mais à diriger l'énergie qui émerge avant qu'elle ne vous possède. Sur le visage d'une personne qui reçoit une critique inattendue se dessine une séquence révélatrice. D'abord, les sourcils se froncent, les lèvres se tendent, les yeux se rétrécissent comme s'ils se préparaient à la défense. C'est le corps qui avertit qu'il se sent attaqué, même avant que l'esprit ne traite ce qui se passe. Si vous cédez à ce premier mouvement, vous vous condamnez à réagir depuis la blessure, non depuis la conscience. La plupart des discussions inutiles, des regrets, des cycles de culpabilité naissent dans cet espace minuscule, entre le stimulus et la réaction. Cet intervalle que presque personne ne respecte, car nous nous sommes entraînés à répondre par impulsion et à le justifier ensuite. La véritable force se mesure dans cet instant, quand vous pouvez sentir la vague monter à l'intérieur, mais choisissez de ne pas vous laisser emporter. C'est un acte silencieux, presque invisible de l'extérieur, mais c'est là que se forge la maîtrise personnelle. Un visage qui respire profondément avant de répondre, des épaules qui se détendent au lieu de se recroqueviller, un regard qui s'adoucit lorsqu'il attend d'être blessé. Ces petits gestes sont des signes que le contrôle est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Répondre n'est pas la même chose que réagir. Cette ligne sépare celui qui vit dirigé par ses blessures de celui qui vit dirigé par sa vision. Il ne s'agit pas de devenir insensible ni d'engloutir tout. Il s'agit de choisir la qualité de votre réponse, de ne pas céder le contrôle de votre vie à quiconque ou à toute situation qui décide d'appuyer sur vos boutons. Chaque fois que vous freinez l'impulsion et vous donnez 2 secondes de plus pour observer ce qui émerge, vous reprenez autorité sur vous-même. Cet espace de pause est votre véritable liberté. Là, vous pouvez décider si votre réaction ajoute ou retire du pouvoir, si elle renforce l'identité que vous souhaitez construire ou vous ramène à la version automatique que vous avez tant de mal à laisser derrière vous. La maîtrise intérieure commence dans le microscopique. Ce n'est pas dans les grandes crises que se forme la maîtrise, mais dans la minutie. Dans la façon dont vous répondez à une critique, à un retard, à une mauvaise nouvelle, à l'erreur d'autrui ou à la vôtre. Tout votre caractère se sculpte dans ces instants anodins où vous avez l'option d'exploser ou de respirer. Si vous vous observez de l'extérieur, vous verrez que les gestes comptent plus que les intentions. Une bouche qui sourit au lieu de grogner, un dos qui se redresse au lieu de s'affaisser, une voix qui baisse le volume au lieu de s'enflammer. L'autocontrôle est un pouvoir silencieux. Ce que vous ne maîtrisez pas dans le petit déborde dans le grand. Entraînez la pause, faites-en votre refuge, car seul celui qui maîtrise ses réactions peut choisir son destin. Tout le reste n'est que bruit. 5.
Renforce ton corps, respecte ta présence. Ton corps n'est pas un ornement, c'est la base de tout ton pouvoir. Et si tu le traites comme un objet de seconde zone, ne t'attends pas à construire quoi que ce soit de solide dessus. Il y a ceux qui parlent à tort et à travers de transformation personnelle, de spiritualité et d'énergie, mais qui continuent d'exiger d'un corps qu'ils ont maltraité, négligé ou ignoré pendant des années. Ça ne fonctionne pas comme ça. Prétendre que tu peux aspirer à une vie extraordinaire tout en te contentant d'habitudes misérables, de repos insuffisant, d'aliments qui t'éteignent, de postures qui te courbent, c'est le plus basique et le plus lâche des auto-illusions. Le corps est la scène où se joue ton destin. Tu ne peux pas négocier avec ça. Tu peux mentir à ton esprit, tu peux déguiser tes émotions, mais le corps te réclame toujours la facture complète, sans réduction ni délai. Arrête de te cacher derrière des excuses comme le manque de temps, la fatigue ou la génétique. Chaque fois que tu répètes ce discours bon marché, tu renforces l'idée que tu es une victime des circonstances et non l'architecte de ta présence. Celui qui se néglige à l'extérieur se néglige à l'intérieur. Ce que tu tolères dans ta chair, tu le multiplies dans ton caractère. Il ne s'agit pas d'esthétique ni de standards extérieurs, il s'agit de respect de soi. Si tu te permets de vivre dans un corps faible, courbé, saturé de toxines et dépourvu de vitalité, crois-tu vraiment que tu vas soutenir de grands projets, des relations profondes ou des décisions difficiles? Tu ne peux pas demander à la vie de l'intensité si tu t'éteins toi-même dans l'élémentaire. Ce que tu ne renforces pas, t'abandonne. C'est la vérité que personne ne veut entendre, parce qu'elle oblige à regarder en face la paresse, l'autocompassion et les habitudes autodestructrices qui te tirent vers le bas. La présence n'est pas un discours, c'est un résultat. Elle se remarque dans la façon dont tu entres dans une pièce, dans la manière dont tu habites ton espace, dans la façon dont tes mouvements communiquent de la sécurité ou le doute. Un corps entraîné, soigné et respecté n'est pas seulement plus fort. Il est plus difficile à manipuler, plus résistant à la pression, moins réactif au stress. La discipline physique n'est pas optionnelle si tu veux du respect authentique, ni de la part des autres, ni de toi-même. Tu veux de la clarté mentale, mais tu intoxiques ton organisme chaque jour. Tu veux du magnétisme, mais tu ne supportes même pas 5 minutes d'inconfort physique. Tu veux des résultats exceptionnels, mais tu te permets des routines médiocres qui te drainent d'énergie. Comme ça, il n'y a pas de miracle. Ne te laisse pas tromper en attendant de te sentir prêt pour commencer. Personne ne se sent motivé au départ parce que le corps est programmé pour rechercher le confortable et le connu. L'inconfort initial est le filtre qui élimine ceux qui ne parlent que de changement et distingue ceux qui le construisent vraiment. Chaque goutte de sueur, chaque minute de sommeil récupéré, chaque aliment qui nourrit au lieu de drainer est un investissement qui ne se perd pas. C'est la base qui soutient tout le reste. Aussi simple que cela, aussi brutal. Ne cherche pas à sauter l'étape inconfortable, car c'est là que se forge la véritable présence, celle qui ne peut pas être feinte ni achetée. La question est directe et ne souffre pas de détour. Combien de temps vas-tu encore justifier de vivre dans un corps que tu trahis chaque jour? La réponse, tu la vois déjà dans le miroir et dans ton énergie. Tu n'as pas besoin de plus de théorie, tu as besoin d'une action soutenue, d'un respect de base, d'une discipline quotidienne. Parce que si tu ne commences pas par ton corps, tout le reste n'est qu'un château de cartes attendant le premier souffle pour s'effondrer. Respecte ta présence ou cesse d'exiger de la vie ce que tu n'es pas prêt à soutenir toi-même. Sans corps fort, il n'y a pas d'identité forte. Sans présence, il n'y a pas d'autorité. C'est la racine. 6. Vis aujourd'hui comme la personne que tu veux être. La vérité la plus inconfortable est celle-ci. Personne ne devient la personne qu'il souhaite être en attendant qu'un jour, quelque chose change à l'extérieur. Tu continues à remettre ta propre vie à plus tard, parce que tu crois que tu as d'abord besoin de conditions idéales, de validation ou d'un signe magique. Mais ce que tu n'oses pas regarder en face, c'est qu'à chaque jour, tu choisis déjà qui tu es, à travers tes actions, tes réponses et les limites que tu tolères. L'avenir n'arrive pas par magie. Tu le construis ou tu le sabotes
avec chaque décision que tu prends aujourd'hui. La différence entre la version de toi que tu admires et celle que tu es actuellement n'est pas une question de chance ni de talent. C'est la somme de micro-décisions inconfortables que tu laisses passer par peur de te sentir imposteur. Tu vis enfermé dans l'idée que tu dois d'abord avoir confiance, clarté ou résultat pour commencer à agir comme cette personne que tu imagines, mais tu ne réalises pas que la confiance n'apparaît que lorsque tu te soutiens dans l'acte, pas dans la fantaisie. Si tu prends le temps d'analyser tes pensées lorsque tu fais face à un moment décisif, tu verras que l'esprit a tendance à lancer des arguments pour te protéger de l'inconfort. Je ne suis pas encore prêt. La prochaine fois, je ferai mieux. Ce n'est pas si grave si je cède aujourd'hui. C'est ce mécanisme qui te maintient petit, car intérieurement, tu es toujours identifié à ta version passée, celle qui survit, celle qui évite les erreurs, celle qui ne dérange personne. Changer ce récit interne est ce qu'il y a de plus difficile, car cela implique de renoncer au confort de ce que tu connais et de commencer à agir sans garantie, sans applaudissement, sans certitude. Mais c'est seulement ainsi que le cerveau apprend une autre possibilité. C'est seulement ainsi que l'ancienne identité commence à perdre de sa force. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour commencer à vivre comme la personne que tu veux être. Tu dois oser supporter l'inconfort d'agir différemment, même si ta voix tremble, même si tu sens que tu ne corresponds pas encore. L'identité s'entraîne dans la pratique, pas dans la théorie. C'est la frontière que la plupart des gens ne franchissent jamais. Le plus grand piège est d'attendre de te sentir prêt intérieurement. Cette attente est infinie, car l'esprit est conçu pour te protéger de la douleur, et tout changement réel fait mal. Chaque fois que tu reportes une action alignée avec ta vision, tu renforces la croyance que tu n'es pas encore suffisant. Et ce cycle devient une habitude. Tu t'habitues à rêver grand et à agir petit, à beaucoup planifier et peu exécuter, à justifier ce qui te fait du mal. Le véritable tournant se produit lorsque tu décides de cesser d'écouter cette narration interne qui te rend enfantin et que tu commences à agir selon le standard que ta vision exige, pas selon le confort de ton passé. Oui, l'inconfort sera là. Oui, tu vas sentir le poids de la contradiction jusqu'à ce que la nouvelle habitude commence à s'ancrer. Mais chaque jour où tu choisis de vivre aujourd'hui comme la personne que tu veux être demain, même si c'est dans un seul détail, tu romps avec le mécanisme automatique qui te maintient le même. Tu n'as pas besoin d'un cadre parfait pour commencer à incarner ta nouvelle identité. Tu as besoin de courage pour supporter l'inconfort de te sentir hors de place et pourtant agir. Le respect de soi ne se construit pas en regardant des vidéos motivationnelles ni en attendant le moment adéquat. Il se construit dans les minutes où tu choisis de répondre avec la dignité, la discipline ou l'honnêteté de cette version future, même si à l'intérieur, tout tremble. Fais-le comme si tu étais déjà cette personne. C'est là que commence le véritable changement. Il n'y a pas de raccourci. Si aujourd'hui tu te comportes comme celui que tu veux être, même si c'est inconfortable et silencieux, la réalité commence à s'ajuster à cette fréquence. Le reste n'est qu'attente stérile, auto-tromperie et temps perdu. 7. Abat les croyances qui te limitent. Tu ouvres ton portefeuille et t'arrêtes devant le comptoir, comptant des billets avec un calcul mental qui te limite avant même de demander le prix. Tu vois une nouvelle opportunité au travail, mais ton esprit te rappelle déjà la peur de l'échec et le souvenir de la dernière fois que tu as essayé et que ça n'a pas fonctionné. Tu entres dans une conversation et choisis de te taire, même si au fond de toi, tu sais ce que tu devrais dire. Car une voix automatique t'avertit que tu n'es pas assez, que personne ne se soucie de ce que tu penses. Ainsi, chaque jour, presque sans t'en rendre compte, tu navigues ta vie à travers des filtres invisibles qui déforment ta perception des possibilités et de la réalité. Ces croyances limitantes ne sont pas seulement des phrases isolées dans ta tête. Ce sont des mécanismes actifs qui conditionnent tes choix, distordent ta perception de ce qui est possible et te lient à un scénario que tu n'as même pas écrit. Ce que personne ne te dit, c'est que la plupart de ces idées
ne sont pas nées avec toi. Elles sont le résultat d'années d'éducation, de répétitions familiales, d'expériences difficiles, de messages sociaux et de moments où tu as ressenti que l'échec était trop dangereux. Le problème, c'est qu'avec le temps, tu cesses de les remettre en question. Elles deviennent le manuel opérationnel de ton cerveau, le filtre automatique par lequel tu passes chaque décision, chaque relation, chaque objectif. Il n'est pas surprenant que la plupart des gens restent coincés dans le même type de vie, année après année, même s'ils ont changé de ville, de partenaire ou de travail. La véritable limite n'est pas à l'extérieur, elle vit dans les croyances que tu n'oses pas confronter. L'esprit enchaîné fabrique des vies petites. C'est l'une de ces vérités inconfortables que personne ne veut regarder en face, car cela implique que la liberté dépend d'un nettoyage intérieur et non d'un coup de chance. Lorsque tu décides de renverser une croyance limitante, la tâche n'est pas seulement intellectuelle. Il ne suffit pas de répéter des phrases positives ou de lire des livres de développement personnel. Il faut identifier le mécanisme complet. Quelle situation active l'idée limitante? Quelle émotion l'accompagne? Quel comportement renforce ce cycle? Par exemple, si chaque fois que tu penses à te lancer dans l'entrepreneuriat, tu ressens de l'anxiété et te souviens d'un échec passé, observe comment ton corps se referme, comment ton dialogue intérieur devient critique et comment finalement tu abandonnes avant d'essayer. Le cycle se répète, non pas parce que tu es faible, mais parce que l'esprit préfère ce qui est connu, même si cela te sabote. C'est un système d'autoprotection obsolète qui ne sert qu'à te maintenir dans la zone où rien ne te met à l'épreuve. C'est là que ta vie devient prévisible, monotone et au fond frustrante. La seule façon de briser ce schéma est d'agir avant que la croyance ne décide pour toi. Reconnais la phrase automatique, ressens l'émotion inconfortable et, à ce moment-là, choisis une action minimale qui contredise l'ancienne narration. Cela ne doit pas être un saut héroïque. Il suffit de maintenir une petite décision qui montre au cerveau qu'une autre réalité est possible. Chaque fois que tu le fais, tu affaiblis le cycle et ouvres un espace pour une nouvelle identité. Ici, il ne s'agit pas de te convaincre avec des affirmations vides, mais de construire des preuves réelles en faveur d'une version de toi plus libre. Ta vie ne s'améliore pas avec de jolies pensées, mais avec des preuves concrètes. C'est ce qui transforme l'autoperception et peu à peu la réalité externe. Les croyances limitantes ne perdent de pouvoir que lorsque tu cesses de leur obéir. Elles ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais chaque fois que tu agis malgré elles, la distance entre ton potentiel et ta vie se réduit. Ce processus est inconfortable, oui. Il exige une honnêteté brutale et de la patience, car il implique de désinstaller de vieux mécanismes et de tolérer l'incertitude du nouveau. Mais si tu ne le fais pas, tu continueras à vivre dans une marge imposée par l'histoire des autres et non par ton véritable désir. La clé est de regarder en face ce qui te conditionne et de décider, encore et encore, que tes croyances ne sont pas une condamnation, mais seulement un point de départ. La transformation commence lorsque tu cesses d'attendre la permission d'être celui que tu peux vraiment devenir. 8. La transformation réelle nécessite une patience constante. Je ne sais combien de fois je me suis surpris à regarder l'horloge, attendant que le changement se remarque d'un jour à l'autre, comme si tout l'effort interne devait se refléter immédiatement dans le monde visible. Il y a une impatience âpre qui s'installe dans la poitrine, un mélange de frustration et de fatigue lorsque tu vois que, malgré tout ce que tu essaies de déconstruire à l'intérieur, à l'extérieur, il semble que rien ne change. Tu te lèves chaque matin avec une intention claire, tu répètes les habitudes, tu choisis avec effort de répondre différemment, mais l'environnement ne se plie pas à ta volonté. Les gestes sont petits. La tasse de café que tu tiens en consultant une liste de choses à faire qui ne finit jamais, la mâchoire serrée après avoir reçu une mauvaise nouvelle, le corps tendu devant le miroir se demandant si cela vaut vraiment la peine de faire tant de sacrifices. Et bien que le discours motivationnel sonne bien dans ta tête, la réalité est que le processus est lent, presque invisible. Et c'est là que la patience devient l'épreuve la plus brutale de toutes. L'esprit veut des résultats immédiats, mais le corps et la vie fonctionnent sur une autre fréquence.
Tu sens comment l'anxiété s'infiltre dans les épaules, dans la respiration, dans la façon dont tu marches plus vite, juste pour sentir que tu avances. Le désir d'accélérer tout cela est presque physique, comme une pression dans la poitrine qui te pousse à chercher des raccourcis, à te demander s'il n'y aurait pas un chemin plus facile, une formule secrète pour te réveiller un jour et sentir que tu es déjà une autre personne. Mais la vérité est qu'aucun changement réel ne respecte ce rythme artificiel. Il y a des jours où il semble que tu as fait un pas en arrière, où les vieilles habitudes reviennent avec plus de force, où la version ancienne de toi-même réapparaît, comme si elle voulait te rappeler qu'il n'est pas si facile de la laisser derrière. Tu te vois réagir de la même manière, tomber dans les mêmes pièges mentaux, et la tentation d'abandonner se sent comme un soulagement immédiat. Ce que personne ne te dit, c'est que la transformation authentique est comme semer dans une terre aride. Tu te salis les mains, tu transpires l'attente, et pendant longtemps, tu ne vois que la surface sèche. Chaque petit acte de discipline, chaque fois que tu choisis de ne pas céder à la réaction automatique, chaque habitude maintenue même sans témoin, est une graine qui semble ne pas porter de fruits. Mais la racine pousse d'abord dans l'invisible, et le caractère se construit dans ce terrain souterrain où personne n'applaudit. Tu te donnes à fond à la salle de sport quand le corps demande à rester au lit. Tu choisis de la nourriture réelle quand l'esprit demande un plaisir immédiat. Tu dis non à la distraction, même si la solitude pèse. C'est là que se mesure la patience, dans le fait de soutenir le processus, même si tu ne peux pas te vanter de résultats, ni obtenir de récompenses rapides. Le temps est le véritable filtre du changement. Seul celui qui supporte cette lenteur construit une transformation qui ne s'effondre pas au premier coup. L'impatience est le sabotage le plus subtil. Elle te convainc que si tu ne vois pas de résultat, rien ne fonctionne. Mais la réalité est que le changement interne s'accumule toujours en silence, comme un investissement qui ne montre des intérêts qu'après beaucoup de temps. Chaque répétition, chaque limite que tu maintiens, chaque fois que tu choisis l'inconfort constructif, tu es en train de sculpter une identité qui ne dépend pas de la reconnaissance externe. Les gens veulent de la magie, mais ce qui te transforme, c'est la constance brutale, cette obstination silencieuse de ne pas abandonner le processus lorsque la motivation s'éteint. La patience est une discipline soutenue dans le vide. Et dans ce vide se forgent ceux qui parviennent vraiment à soutenir une vie différente. Tu n'as à prouver quoi que ce soit à personne, même pas à toi-même, à chaque étape. La seule chose que le processus te demande, c'est de supporter l'inconfort, d'avancer lentement, de ne pas voir de résultats immédiats, de faire confiance au fait que ce que tu sèmes aujourd'hui sera ta récolte inévitable demain. Ce n'est qu'ainsi que la transformation cesse d'être un désir et devient une réalité que aucun revers ne peut arracher. Patience constante, c'est la clé qui ouvre toutes les portes qui en valent la peine. Merci d'être resté jusqu'à